Bonjour à tous, c'est l'heure de Vivre en Grand Est, votre émission réalisée par Alsace 20, Canal 32 via Mirabel et via Vosges. Et au programme ce mois-ci, c'est la culture. Alors la culture dans le Grand Est, ça recouvre tout un tas de réalités. Il y a par exemple des festivals, des compagnies, des institutions, du patrimoine, des centres de formation. Tout cela, on va en parler avec Pascal Mangin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la commission culture du Grand Est. Alors on va s'intéresser plus particulièrement à trois aspects de la culture. Donc d'abord la proximité, comment amener la culture au plus près des habitants sur tous les territoires. Ensuite nous évoquerons le spectacle vivant et puis nous nous interrogerons sur les liens qui existent entre culture et patrimoine. Et tout ça, nous l'illustrerons par quelques reportages. Nous partirons par exemple dans la Meuse, où un circuit dans plus de 60 villages propose de découvrir les œuvres d'un artiste italien ayant vécu dans la Meuse dans les environs au début du XXe siècle. Nous montrons également à bord d'une péniche qui sillonne les canaux de la région, avec à son bord toute une palette d'actions culturelles. Des festivals des arts de la rue rythment l'été dans tout le Grand Est. Nous vous emmènerons à celui de Saint-Savine, dans l'Aube. Enfin, à Saint-Dié-des-Vosges, nous visiterons l'usine Claude et Duval de Le Corbusier, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un mot d'introduction, peut-être juste, quand on parle de politique culturelle dans la région, on parle de quoi? Quel est le rôle, la compétence de la région en la matière? D'abord, la politique culturelle, c'est une politique partagée entre toutes les collectivités. J'entends par collectivité la commune, le département et la région. Donc chacun peut agir dans le champ de la culture, mais ce n'est pas une compétence obligatoire. Comme vous le savez, les compétences obligatoires, par exemple pour la région, les lycées, les transports, on est obligé de s'en emparer. Et puis il y a des compétences facultatives, typiquement la culture, le tourisme, etc., dans lesquelles les collectivités ne sont pas obligées d'agir, mais ont néanmoins la compétence. Donc nous faisons évidemment de la culture une compétence obligatoire, c'est-à-dire que nous sommes emparés pleinement de cette compétence, mais nous souhaitons évidemment la discuter avec les autres collectivités, les communes, les départements, évidemment, mais aussi aujourd'hui beaucoup les intercommunalités, qui sont ces regroupements de communes qui peuvent utiliser, et notamment en territoire rural, la culture comme un élément d'un projet collectif sur un territoire, parce que la culture, c'est souvent quelque chose qui, et presque toujours d'ailleurs, quelque chose qui doit rassembler, unir et renforcer une politique territoriale. Justement, dans une région comme le Grand Est, il y a beaucoup de grandes villes qui sont très riches en institutions. Est-ce qu'une de vos missions, peut-être, c'est d'aider ceux qui sont peut-être éloignés de ces grands centres à aussi accéder à la culture? Alors, il y a évidemment le partage, évidemment dans le territoire du Grand Est, qui est une région qui se caractérise par cette profonde dichotomie entre des grands centres urbains, Strasbourg évidemment, Reims, Metz, Nancy, et des territoires ruraux avec une densité très forte. Et d'ailleurs, je dis bien des ruralités, parce que moi qui suis alsacien, la ruralité alsacienne, elle n'a pas grand-chose de commun avec la ruralité dans les Ardennes ou dans la Meuse. Donc il faut faire deux choses, à mon sens, dans cette ruralité. C'est d'abord conforter les projets qui existent, parce qu'il faudrait se départir aussi de l'idée que parce qu'on est en ruralité, il n'y a rien. Je voudrais prendre l'exemple, par exemple, de Vendée-Forêt, qui est un centre d'art contemporain dans la Meuse, dans la forêt, enfin organisé vraiment en extérieur, avec une ligne artistique puissante, des grandes signatures d'artistes. Donc là, il s'agit de conforter les projets, de conforter les territoires qui s'emparent de la culture, et puis évidemment, là où c'est plus difficile, là où il y a moins de projets, essayer de faire en sorte que des liens puissent se faire, s'établir, pour que des artistes, des lieux, des structures culturelles puissent s'installer également dans ces territoires ruraux. Donc c'est vraiment ce double objectif que nous poursuivons. Alors avant d'en parler peut-être un petit peu plus en détail, vous parliez de la Meuse, je vous propose justement d'y partir. Nous allons suivre un circuit qui est consacré aux œuvres de l'artiste italien Giulio Donzelli. Il a vécu en Meuse entre 1924 et 1940 et il y a plus d'une soixantaine de villages qui possèdent des œuvres de ce peintre et sculpteur. Partons à sa découverte. C'est à Lacroix-sur-Meuse que se trouve cette œuvre liturgique de Giulio Donzelli, en plein cœur de la ville, dans l'église Saint-Jean-Baptiste. Un lieu dans lequel l'artiste a fait la démonstration de ses différents talents. C'est une église du 19e siècle qui a été abîmée pendant la Première Guerre mondiale et donc Giulio Donzelli est intervenu ici, comme par exemple ici où il a conçu cet autel du Sacré-Cœur.
Peintre, sculpteur et concepteur de mobilier liturgique, Duilio Donzelli est à l'origine de nombreuses œuvres dans la Meuse et dans différentes églises. Un travail qui, aujourd'hui, peut se découvrir à travers l'itinéraire Donzelli, à la rencontre d'un artiste méconnu et pourtant exceptionnel. Il s'est très bien entendu avec les prêtres meusiens, donc il a décoré une quarantaine d'églises dans la Meuse. Donc ce qu'on voit dans le département, ce qui nous reste, c'est effectivement tout son art liturgique. Il faut penser qu'il était d'origine italienne, donc il avait une culture religieuse, il a été imprégné de culture religieuse et il connaissait très bien son sujet sans être lui-même croyant, puisqu'il était plutôt anarchiste et agnostique. Ici, la particularité du style qu'il utilise, c'est la fausse mosaïque qu'on retrouve à la fois en encadrement autour des panneaux et aussi dans la partie haute de l'œuvre avec des touches de couleur, l'usage de dorures mais de 3 tonalités de doré. L'effet mosaïque, les anges ou encore la composition, cette fresque n'est pas sans rappeler le style byzantin. 12 apôtres en procession, des particularités qui se retrouvent ici aussi à Belleville-sur-Meuse. L'itinéraire Donzelli, 40 églises à travers le département, mais aussi des œuvres sculptées comme ce monument aux morts à la Croix-sur-Meuse. Un artiste accompli aux multiples talents, dont le travail aura su redonner des couleurs à un patrimoine détruit pendant la guerre. De retour sur le plateau de Vivre en Grand Est. Donc voilà, vous travaillez aussi à créer des synergies, c'est ça, avec les territoires ? Alors, souvent, en effet, je le disais, la culture, ça peut être quelque chose qui peut rassembler une intercommunalité en milieu rural. On a un outil pour aider ces territoires qui sont volontaires, c'est l'agence culturelle, qui a une capacité de poser un diagnostic, de faire discuter les élus entre eux. Par exemple, très récemment, avec le conseil départemental de la Meuse, on a organisé une journée, mais aussi ça a été le cas, par exemple, dans le Val d'Argent, en Alsace, la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, où l'agence culturelle a travaillé pendant plusieurs mois avec les élus, les techniciens, pour faire le diagnostic, dégager les objectifs de la politique culturelle, et ensuite la région met des moyens financiers, signe une convention avec ce territoire pour partager ces objectifs. Par exemple, dans le Val d'Argent, un des objectifs, évidemment, c'est de donner une place à Rodolphe Burger, artiste que nous connaissons tous, et notamment au service de ce festival qu'il organise régulièrement, qui s'appelle C'est dans la vallée. Avant de dire quelques mots sur le spectacle vivant, juste un dernier mot rapide sur un des outils assez originaux que la région a, c'est une péniche. Alors, on va la voir en reportage. Quelques mots d'abord sur cette péniche, qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est un projet dont je suis fier, c'est pas le mot, mais en tout cas dont je suis assez heureux, quoi, parce que en effet, je cherchais avant tout à éviter quelque chose qui existe beaucoup dans les territoires ruraux, c'est que il se trouve qu'à Paris, il y a des gens qui ont des tas d'idées, en imaginant que la ruralité, c'est le vide. Et qui disent on va faire venir des artistes, des musiciens, des plasticiens, etc. Et le risque, évidemment, c'est souvent de renvoyer les territoires à ce qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire, il se passe quelque chose, il n'y a rien, il se passe quelque chose, puis il y a de nouveau plus rien. Et donc, on souhaitait éviter cela, tout en amenant dans des territoires, j'allais dire, ultra-ruraux, si je peux utiliser cette expression, c'est-à-dire vraiment dans des petits villages, une forme de proposition culturelle de bonne qualité, variés dans le sens des médiums, de la musique contemporaine, de l'opéra, du spectacle vivant, du cinéma. Et évidemment, on a une richesse dans ce territoire, dans cette région Grand Est, c'est nos canaux, parce que nous sommes la deuxième région en termes de liens fluvial en France. Alors, c'est de plus en plus compliqué parce que les canaux ne sont pas toujours très bien entretenus par VNF, d'une part, et d'autre part, il y a de moins en moins d'eau avec la sécheresse en été. Mais enfin, on a choisi la péniche. Et donc, la péniche est en fait le prétexte, pour moi, à, pendant l'été, c'est-à-dire en gros du mois de fin mai jusqu'au mois d'août, à traverser en fait la région. On est parti cette année des Ardennes pour aller jusque dans le Sungo, et à la fois amener des propositions culturelles qui proviennent du territoire, c'est-à-dire que c'est pas du tout la même programmation dans les Ardennes qu'il y avait dans le Sungo ou qu'il y a eu dans la Meuse. En général, c'est des propositions artistiques d'équipes qui viennent
au maximum 150, 100 km autour, une exposition, mais aussi de déclencher avec l'intercommunalité ou la commune un certain nombre de propositions locales. Ça peut être une marche gourmande autour du patrimoine, ça peut être la société d'histoire locale qui a envie de faire une exposition, ça peut être des propositions autour des métiers d'art. Bref, c'est de mélanger, de mixer des propositions artistiques avec, j'allais dire, des propositions beaucoup plus associatives, mais qui fédèrent le terrain. Et puis dans des lieux qui sont toujours magnifiques, parce qu'évidemment, il y a l'eau, on est soit dans des ports de plaisance, soit, et toujours dans les petits villages. C'est-à-dire qu'on a eu des demandes, moi j'appelle ça déjà des mégalopoles, Verdun, Bar-le-Duc, on est plutôt là dans des villages de 500, 1000 habitants, 800 habitants. Bref, de dire, là aussi, c'est possible, avec cette péniche qui est un prétexte, en fait, de déclencher une dynamique locale, de fédérer les gens, et puis d'avoir un moment, quand la météo est sympathique, absolument merveilleux, du jeudi au dimanche, au bord de cette péniche. Donc voilà, je suis plutôt heureux de cela. Et voilà, vous allez le voir, la péniche, elle est équipée. C'est une péniche qui sert de péniche opéra habituellement. Donc c'est vraiment à la fois quelque chose de doux, ce qui, à mon avis, doit être la culture, mais aussi d'ambitieux au sens des propositions artistiques. On a fait de la musique baroque, on a eu des propositions d'opéra, mais aussi des propositions de musique actuelle, de films soutenus par la région Grand Est. Bref, on essaie de mêler cette exigence avec cette proximité dans les territoires les plus ruraux. À quoi ça ressemble? Je vous propose tout de suite de partir à bord de cette péniche. Bienvenue à l'atelier des sapristelles. Les sapristelles, c'est comme ça que j'appelle ces marionnettes que j'ai fait d'éléments ramassés. Sur le ponton d'Adélaïde, des petites mains s'activent. Ici, pas de mariniers, mais des marionnettes confectionnées par des enfants. Sous l'œil avisé de leur professeur du jour, ils s'inspirent de la nature pour créer leurs propres monstres. L'atelier consiste à créer des personnages en détournant des éléments naturels, des racines, des bouts de bois flottés, des branches tordues, du lichen, de la mousse, d'assembler tout ça et trouver des petits mécanismes pour en faire des marionnettes. Reconvertie en salle de spectacle flottante et itinérante depuis 1976, cette péniche propose des animations, concerts, lectures et pièces de théâtre tout au long de son voyage sur les canaux du Grand Est. Une initiative de la région pour renouer avec les territoires ruraux. La péniche, elle permet de traverser tous les départements, d'aller même vers nos 40% de territoires frontaliers. Elle permet aussi de faire découvrir un ensemble de territoires avec des identités, on va dire, extrêmement variées, depuis ici le nord du Haut-Rhin jusqu'aux Ardennes. Donc c'est véritablement faire lien sur l'ensemble de cette région, mais avec un message, c'est de valoriser les talents locaux et de valoriser ce que sont les productions artistiques professionnelles de cette région. Le temps de l'escale, la péniche vit au rythme des communes qui l'accueillent. Comme ici à Bissheim, une vingtaine de partenaires locaux se sont mobilisés pour proposer des animations sur la thématique de l'environnement. Le lieu s'y prête en fait, c'est un lieu tellement naturel et préservé. Et puis c'est une compétence forte de la communauté de communes, aussi la gestion de l'environnement. C'est pour ça que vous verrez sur site une mise-déchetterie. On incite vraiment les gens à trier au maximum et des agents de tri qui sont là pour expliquer aux gens en quoi consiste le tri. Une disco soupe sera aussi organisée ce week-end. Vendredi, on mettra en avant des associations locales et tout le week-end, ce seront des artisans, commerçants qui ou fabriquent ou vendent des produits à base de matières naturelles. Donc l'idée c'était vraiment de sur site et hors site mettre en avant les atouts du territoire. Cette année, Adélaïde aura accueilli environ 10 000 visiteurs. Après une étape de 4 jours, elle reprend le large, direction Wolfersdorf, dernière étape d'un voyage sur l'eau de 800 km. Place maintenant au spectacle vivant. Donc ça fait partie des axes de la politique culturelle, ce soutien au spectacle, que ce soit du soutien aux compagnies et du soutien aux lieux. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? On peut oui, souligner que évidemment le spectacle vivant, d'abord c'est large le spectacle vivant, parce que ça va du cirque au théâtre le plus classique, des arts de la rue, presque à la danse, quoi. Enfin voilà, on est dans des formes très larges.
et sur l'ensemble du territoire où on a évidemment la chance d'avoir des grandes scènes. Enfin, je peux ici quand même mentionner à Strasbourg une scène d'ailleurs que la région ne soutient pas directement, c'est le Théâtre National de Strasbourg, donc des équipements, j'allais dire, d'envergure nationale, avec des lieux beaucoup plus petits, très différents dans les territoires ruraux, des endroits où les lieux de diffusion sont compliqués. Je pense à Verdun qui a dû fermer son théâtre pour des questions de sécurité. Donc on a à la fois une politique qui essaye d'être attentive aux lieux de diffusion, à leur répartition. Là aussi, j'ai une conviction qui est que souvent on dit on met les gens, enfin par exemple les territoires ruraux, pour rejoindre les grands lieux, on met des gens dans les bus, puis on les emmène à l'opéra, je sais pas, à Strasbourg, à Nancy ou à Reims. Moi, je pense qu'il faut réfléchir, et c'est ce que nous essayons de faire, notamment avec Mathieu Dussulier, le nouveau directeur de l'Opéra national de Nancy. Il faut réfléchir à amener des propositions, toutes les formes, y compris dans les lieux ruraux, ou en tout cas les villes moyennes. Puis deuxièmement, c'est les équipes artistiques. C'est les équipes artistiques. Elles sont évidemment plus concentrées à Strasbourg, à Mulhouse, que dans les territoires ruraux. Mais là, je pense par exemple à Marie Normand avec sa compagnie Rêve Général qui est installée dans les Vosges et qui fait un superbe travail. C'est d'essayer de les soutenir partout. Et avec les acteurs culturels, d'ailleurs, au début de cette mandature, nous nous sommes bien mis d'accord sur le fait que ce qui devait dominer, ce qui devait driver, comme on dit en bon français, le sens de notre appui, c'est quand même la qualité artistique, avant tout. C'est pas simplement, disons, de répartir les aides sur le territoire, mais on voit qu'il y a de la qualité artistique sur les territoires ruraux comme dans les territoires urbains, et donc c'est de faire exister ce travail avec des soutiens à la création, mais aussi un dispositif qui est le conventionnement, c'est-à-dire on soutient une compagnie sur 3 ans, d'abord en développement, puis ensuite, quand elle est, disons, plus mature, il y a un conventionnement avec elle pendant 3 ans. Et puis, évidemment, permettre, et ça, pour moi, c'est vraiment sur toutes les formes de spectacle vivant, mais aussi sur la musique, etc. Je pense que c'est un élément que le Grand Est permet, c'est de faire sortir les compagnies de notre territoire. Et c'est le sens, par exemple, de notre présence à Avignon, avec un lieu, avec le soutien en compagnie. Mais là, sur un champ un peu différent, sur celui des musiques actuelles, il y a des équipes qui reviennent du Reeperbahn, qui est un grand festival de musique actuelle à Hambourg. Donc c'est de dire, à cette échelle-là, nous sommes désormais assez forts pour exister dans des lieux qui sont internationalement reconnus pour nos équipes artistiques, parce que nous en avons aussi. Il faut mettre des propositions en face. Il ne suffit pas de dire on prend un stand et puis on met le logo de la région et on est là. Il faut aussi avoir des artistes qui sont en capacité d'aller sur ces territoires. Il y a des choses qui rassemblent les compagnies venues d'ici, celles venues d'ailleurs. C'est bien les festivals des arts de la rue. Il y en a beaucoup dans la région. Et là, je vous propose de partir à la découverte du Festival des arts de la rue de Saint-Savine. Ça se passe dans l'Aube et c'est un reportage de Canal 32. Le succès du Festival des arts de la rue ne se dément pas. Musique, théâtre, cirque ou encore acrobatie ont coloré les rues de Sainte-Savine ce week-end avec des spectacles inédits, comme celui de cet artiste espagnol qui venait pour la première fois. J'exporte mon travail, qui consiste à semer des graines de rire et de tendresse dans les publics. J'ai 4 principes. Normalement, je ne parle pas sur scène, j'utilise très peu de matériel. Je ne fais pas de démonstration technique, c'est-à-dire je ne fais pas de la jonglerie, je ne marche pas sur les 2 doigts, enfin, j'impressionne personne, quoi. Et je n'utilise pas de l'humour vulgaire. Cette 18e édition a invité 11 compagnies venues de France, de Belgique et d'Espagne, soit plus de 100 artistes durant 2 jours. L'idée, c'est de proposer du spectacle vivant à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller au théâtre, de pousser la porte des théâtres et de leur proposer du spectacle professionnel, puisque toutes les compagnies sont professionnelles. Après, c'est tous ces gens qui viennent voir ces spectacles, puis après, pousser la porte d'un théâtre et peut-être donc aller voir des spectacles de théâtre, de musique, etc. Ce rendez-vous gratuit attire près de 15 000 spectateurs par jour. Enfants comme adultes, chacun y trouve son compte. Alors des fois avec 2 lectures différentes, une lecture pour les enfants, une lecture pour les adultes. Les gens viennent prendre un peu de bon temps à la fin de l'été avant de reprendre le travail. Donc c'est vraiment le dernier festival de l'été et le premier de la rentrée en fait.
c'est sympa, ça fait bouger un peu le monde. Une fois qu'il y a des animations à trois, faut en profiter. Moi j'aime bien les spectacles comiques, j'aime bien l'année dernière des spectacles aussi acrobatiques. Enfin, tout est bien. Hein. C'est vraiment un bon moment pour rigoler, partager ça avec les citoyens troyens et de Sainte-Savine. C'est assez varié aussi le spectacle des rues, c'est pour ça que j'aime. C'est un public qui est habitué à avoir du spectacle, donc ils sont attentifs. Tu as différentes générations, tu as des petits, etc. Mais même tout le monde est silencieux parce qu'ils veulent rien perdre, ils veulent tout manger. Cette année, 25 représentations étaient proposées. On approche maintenant de la fin de ce magazine consacré à la culture. Il y a un point très important pour vous à la région, c'est le patrimoine. Vous aviez mis en place il y a 2 ans une politique patrimoniale et vous venez justement d'en présenter le bilan. Alors, qu'est-ce qu'on entend par patrimoine ? Quels sont les liens qu'on peut faire entre patrimoine et culture ? Alors, le patrimoine, c'est un élément de la culture, hein, c'est un élément d'ailleurs visible, qu'on pense aux bâtiments, et je dirais même très visible dans la région Grand Est, puisqu'il faut savoir que nous avons plus de monuments classés et inscrits à l'inventaire des monuments historiques que l'Île-de-France, par exemple, ou que la Bretagne. Hein, donc nous sommes une grande région de patrimoine. Nous avons évidemment des édifices, alors on pense d'abord au patrimoine religieux, mais par exemple ce qui nous distingue aussi très nettement sur ce territoire du Grand Est, c'est le patrimoine militaire. Hein. Voilà, on va revenir sur l'histoire et sur les trop nombreuses guerres qui ont dévasté ce territoire. Et puis évidemment, c'est malheureusement quelquefois du patrimoine, si je puis m'exprimer ainsi, c'est le patrimoine industriel qu'on pense... Voilà, vous allez présenter un reportage sur l'usine Le Corbusier, qui là, pour le coup, n'est pas malheureusement, parce que c'est l'exemple unique, hein, la seule usine que Le Corbusier ait fait, qui est encore une usine. Malheureusement, nous avons des usines qui sont classées ou que nous protégeons, qui sont aujourd'hui plus des usines, mais qui sont des traces de ce riche passé industriel de la région. Aujourd'hui, nous avons souhaité avoir une action dans les très petites communes, celles de moins de 500 habitants, et nous lançons en fait un dispositif d'appui à la restauration, à la rénovation des monuments aux morts, qui sont évidemment pas toujours classés, mais qui sont toujours un élément patrimonial fort dans le village, parce que c'est à cet endroit qu'on se rassemble au moment des commémorations, au moment du 8 mai, du 11 novembre, enfin, et donc c'est souvent ce qui fédère le village, et donc nous avons décidé d'aider ces communes. Et puis, évidemment, le patrimoine, c'est aussi, j'aime pas trop ce mot de médiation, mais c'est aussi parler du patrimoine. On sort là des journées du patrimoine, mais c'est des publications. Et nos publications, je pense, publications sur l'abbaye de Clairvaux, sur le pays des étangs, etc., peuvent aussi souligner que là, dans des territoires ruraux, il y a des éléments patrimoniaux qui sont pas toujours très visibles. Bon, Clairvaux, c'est visible, mais je pense au pays des étangs, au patrimoine du XXe siècle avec... ces villages des Vosges qui ont été entièrement détruits et reconstruits, qu'on ne voit pas toujours comme des éléments patrimoniaux majeurs, bon, c'est de les mettre en avant et de dire que c'est quelque chose d'important dans notre territoire. Et puis, je voudrais rappeler que les régions, donc pas seulement la région Grand Est, mais toutes les régions, ont la compétence de l'inventaire général depuis 2004. Et donc, elles se sont pleinement emparées de cette compétence, à la fois, évidemment, pour faire l'inventaire, c'est-à-dire classer, répertorier, etc., mais aussi valoriser le patrimoine qui est souvent, j'aime pas tellement cette expression, mais le seul élément culturel dans un certain nombre de communes, et en tout cas qui est un élément de visibilité et vers lequel, quand nous faisons du tourisme, quand nous nous déplaçons, nous allons tous, même si on ne va pas malheureusement tous visiter des musées, tous 4 fois au spectacle, on va tous visiter une église, voir tel ou tel château, etc. Donc c'est extrêmement important de bien l'entretenir et de le valoriser. Valoriser, justement, c'était une des motivations pour l'association qui s'est constituée à Saint-Dié-les-Vosges pour faire connaître donc l'entreprise Claude et Duval de Le Corbusier. Je vous propose tout de suite d'aller à sa découverte. Depuis son classement par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, l'usine Claude et Duval à Saint-Dié-des-Vosges accède au statut de chef-d'œuvre de l'architecture contemporaine. Conçue par l'urbaniste Le Corbusier après la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise est un patrimoine vivant. 80 salariés y travaillent pour la haute couture. Avec le souci de la création, tout comme l'avait l'architecte qui a conçu ce bâtiment, sur la demande de Jean-Jacques Duval,
le père du PDG actuel. Une amitié liée Le Corbusier à l'entrepreneur qui était un connaisseur des arts, une passion transmise à son fils. Je remets tout le mérite, je donne tout le mérite à mon père, à Le Corbusier qui était mon parrain. Une histoire qui a commencé en ce qui concerne l'UNESCO en 2003, on est aujourd'hui en 2016, ça a pris beaucoup de temps, 2 échecs, 2 refus de la part de l'UNESCO. C'est bien, c'est une jolie histoire, je suis content. Maintenant il faut la transformer pour qu'on puisse montrer à un certain public averti ce bâtiment qui est exceptionnel. L'usine verte, comme on l'appelle, joue avec l'ensoleillement, situé au cœur de la nature, un héritage familial privé qu'il faut soigneusement promouvoir. On pénètre rarement dans ces lieux où l'activité est confidentielle. On y découvre des principes de construction calculés d'après cet étonnant système de mesure, le Modulor, mais aussi des sculptures du mobilier d'un autre designer célèbre, Jean Prouvé. Une association vient de voir le jour, présidée par un passionné, l'ancien maire de la ville, Christian Pierret. Il fallait une association 1901, sans but lucratif, qui promeuve ce qui va devenir un centre d'attraction régionale et nationale, puisque c'est la seule usine au monde qui fonctionne comme une usine, qui a été dessinée par un très grand artiste, un très grand architecte, peintre. Dans les projets de l'association, une exposition muséographique à l'arrière de l'usine, des visites ciblées, mais aussi celui de fédérer tous les acteurs. Être aussi une interface et pour favoriser un dialogue avec la Fondation Le Corbusier, avec les sites Le Corbusier et leur association, et puis aussi bien évidemment les services de l'État et les différentes forces publiques qui peuvent demain contribuer à rendre possible ce projet. L'association a un maillon de plus pour créer un parcours touristique Le Corbusier qui a construit plus de 70 édifices dans le monde. Et c'est ainsi que s'achève ce numéro de Vivre en Grand Est consacré à la culture. Merci Pascal Mangin d'avoir été notre invité. Et à très bientôt sur vos chaînes régionales.